La signature de l'accord entre l'Iran et les États-Unis était inattendue. Qui a décidé et comment cela s'est-il passé? L'avez-vous proposé au président américain? Cela s'est passé de manière assez spontanée, après plusieurs jours, puisque le président américain était en France depuis lundi, pour ce sommet du G7 qui a permis, je crois, des avancées importantes. L'accord avait été conclu quelques heures plus tôt et devait être finalisé après des échanges entre Iraniens et Américains. Cela a été finalisé lors des dernières instructions de ce G7 et c'est ce que les équipes ont décidé. Le président a jugé bon de le faire, il a bien fait de ne pas attendre que l'accord puisse être signé dans ces termes et qu'un nouveau moment commence. Ce sont donc les Américains qui ont voulu le faire à Versailles. C'est d'un commun accord. Bonjour, Et c'est quelque chose de bien. Et cela permet aussi de tout mettre dans le cadre de ce G7 qui a permis quoi, au fond? Que la coopération internationale reprenne. et nous allons revenir sur ce bilan de ce G7. En effet, oui, vous saluez cet accord. Nous y reviendrons en détail, cet accord en 14 points. Mais il y a une première question qui se pose. Après 108 jours de conflit, d'instabilité régionale et de risque d'escalade, qui a remporté cette guerre, Monsieur le Président? On ne peut pas dire qu'elle soit terminée. Nous connaissons cette situation depuis des années. Personne ne veut, et la France en premier lieu, que l'Iran puisse obtenir la bombe nucléaire, absolument pas. C'est pourquoi, en 2015, un premier accord avait été signé. Il a été dénoncé en 2018 par les États-Unis. Nous nous sommes beaucoup battus. Et, au fond, la position que défend la France est la suivante. L'Iran ne doit pas avoir la bombe nucléaire, ni de capacité balistique, c'est-à-dire des missiles longue portée, et il doit cesser de déstabiliser la région, en particulier l'Irak, le Liban et le Yémen. Tout cela est-il maintenu par la France? Il y a une guerre qui a commencé. C'est une question, mais je vous dis que la réponse n'est pas immédiate. Pas à pas, c'est ce que j'ai essayé de faire lors de ce sommet du G7 et ce que j'essaie depuis des années. Les États-Unis décident de lancer cette guerre parce qu'ils ne sont pas satisfaits des négociations. Cela se passe à la fin du mois de février de cette année. Nous affirmons alors que nous ne participerons pas à cette guerre. Nous ne partageons pas ces objectifs car ils paraissent flous. Depuis des semaines, nous appelons à l'arrêt des combats et à l'organisation de négociations prochaines. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. C'est pourquoi nous le soutenons. Parce que ce que permet cet accord signé, c'est d'instaurer un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu concerne aussi le Liban. Deuxièmement, la réouverture de ce détroit d'Ormuz. Et ce matin, un navire battant pavillon français a réussi à traverser le détroit. Passons à la réouverture du détroit. Et cela impacte concrètement les économies. Le prix du pétrole a commencé à baisser et nous le verrons à la pompe, comme attendu. Et cela fait partie de notre rôle. Troisième chose, ils disent, pendant 60 jours que la paix règne et que le Liban retrouve la paix, ce qui est pour nous un objectif très important. Cela doit donc être maintenu. Et alors, nous allons structurer la négociation. À la fin de ces 60 jours, nous saurons, pour que tout le monde ait en tête ce que nous ferons concernant le nucléaire et le balistique, et si nous aurons un Iran moins dangereux qu'avant. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Mieux vaut toujours un accord que la guerre, surtout avec un risque d'escalade, comme ici. C'est quelque chose qui nous permettra d'aider le Liban à reprendre le contrôle de son territoire, de rouvrir les routes importantes pour nos économies et d'entamer cette négociation. Mais, en réalité, et donc, si au bout de 60 jours tous les termes ne sont pas approuvés, nous pourrons le prolonger. Nous avons entamé une nouvelle phase de coopération et de dialogue, préférable à la guerre et plus efficace pour tous. Au fond, quelle était la difficulté de cette guerre? Quel en était l'objectif? Si l'objectif était de détruire les capacités nucléaires, nous aurions déjà eu les opérations du printemps de 2020 et de 2025, et donc, nous avons de l'uranium enrichi. C'est une question fondamentale dans la négociation. Il faut déterminer si nous la diluons sur place ou la transférons sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le deuxième objectif aurait pu être de dire « Nous allons détruire toutes les capacités balistiques ». C'est ce qui a été fait. Les États-Unis n'ont pas déclaré la fin de la guerre ni leur succès, et donc il y a eu une ambiguïté dès le début, et il a semblé que l'objectif pouvait être un changement de régime. Les bombardements ne provoquent pas de changement de régime. Nous ne l'avons pas fait. Donald Trump a-t-il compris? Je ne vais pas parler au nom du président Donald Trump. Je constate qu'il était entouré, dans la sphère politique, sur le plan intérieur et dans la région, de personnes qui le poussaient à aller plus loin et plus fort. Et ce que je vois, c'est que le changement de régime est un objectif qui, en premier lieu, est atteint par les peuples eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, nous y croyons fermement. Sinon, ce sont des opérations terrestres massives. Ce sont des mois, des années de guerre.
Voyez ce qui s'est passé en Afghanistan. Le changement de régime a-t-il réussi après plus de 10 ans? Non. Il faut donc faire preuve d'humilité et de lucidité. Par conséquent, en ce qui concerne les objectifs recherchés, qui étaient légitimes, nous avons un Iran militairement plus affaibli, et sur le plan nucléaire également plus affaibli. Nous avons simplement une population qui a beaucoup souffert en Iran. Mais que leur dit-on? Une population qui était aussi contre son régime et qui s'est rassemblée un peu par nationalisme, par patriotisme. Et donc, je pense que toute la région avait besoin que la paix soit rétablie. Je pense aussi aux pays du Golfe et à la région touchée, que la France a aidé par nos accords de défense, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Bahreïn et Koweït. Et donc, je pense qu'il avait besoin de paix. À présent, je dirais, une nouvelle phase débute. Justement, dans cette nouvelle phase, ces questions que vous avez soulevées peuvent-elles être résolues lors d'un tête-à-tête entre l'Iran et les États-Unis? La question nucléaire, la question balistique et certains points de cet accord que je voudrais discuter avec vous. Lorsque nous avons appris que dans cet accord, l'Iran obtiendrait la levée des sanctions, le déblocage de fonds gelés, un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars en échange de promesses vagues de la part de l'Iran sur ces points, Je pense que nous ne devons pas tout accepter. Certaines choses vont arriver, comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, nous sommes disponibles pour aider. Avec les Britanniques, nous avons lancé cette mission internationale, permettant d'envoyer nos chasseurs en 20 à 24 heures. Pour l'instant, ils souhaitent gérer selon les termes de l'accord, et cela se passe. Mais il y a tout un travail. Nous pouvons envoyer nos chasseurs de mines, notre porte-avions avec les frégates qui l'entourent. Nous aiderons aussi à rouvrir grâce à notre expérience dans la gestion de la Manche. Donc c'est le premier élément. Le second, concernant le reste de la négociation, c'est pourquoi vous devez noter que la position que nous avons maintenue a été de dire que ce n'était pas une bonne idée. C'est pourquoi nous ne nous sommes pas joints à cette guerre. Maintenant, il y a une semaine, où étions-nous? Une guerre continue, des bombardements en cours, dans une escalade possible. Il n'y a pas d'endroit où alors nous ne fréquentons pas les mêmes lieux où, en France, on ne dit pas « faites quelque chose pour le prix de l'essence ». Faites quelque chose pour notre économie. Nous regardons les prévisions mondiales, où nous avons vu que cela diminuait. Que faut-il faire? Par où? Par où? Par où mettons-nous le poids? Évidemment, pour la paix. Je ne reviens pas sur les raisons de cette guerre. Si je les partageais, je soutiendrais l'effort de la France. Je dis simplement qu'en ce moment, nous avons raison de nous féliciter, car c'est dans l'intérêt de la région et de la France. En tant que présidente de la France, je peux dire que certaines choses sont inacceptables pour nous. Il faut faire les choses avec méthode, C'est-à-dire, lorsqu'il y a une guerre et qu'il est tout à fait possible de mettre fin au conflit, alors oui, nous disons oui. Ensuite, une nouvelle phase commence. Qu'est-ce qui est important à dire? Mais non, nous disons ce qui est important pour nous. Pour nous, ce n'est pas oui et il n'y a pas de vie, sinon rien n'avance. Sinon, l'histoire suit son cours. Ce G7 n'a montré que cela sur l'Ukraine et la région. Que dire alors? Il est essentiel pour nous que le détroit reste durablement ouvert. C'est ce que nous proposons avec les Britanniques, c'est notre mission. Deuxième chose, nous disons, le Liban est important et nous nous engageons. Et ainsi, cet après-midi, j'ai vu le Premier ministre libanais, il était à mes côtés, il reviendra dans quelques jours. Que devons-nous faire? Nous avons proposé cela au président Trump et travaillons avec plusieurs pays de la région. Nous mobiliserons la communauté internationale pour aider l'armée libanaise à reprendre le contrôle de son territoire. Deuxième chose, dans cet accord, nous disons, le cessez-le-feu au Liban s'applique au Hezbollah, à l'Iran et à Israël. Ce point n'est pas respecté à ce stade. Les choses se sont nettement améliorées récemment. Il y a quelques revers, mais rien de comparable à avant. La pression doit donc être exercée sur tous. Pression sur l'Iran, pression des États-Unis sur Israël. Et selon les termes de cet accord, le retrait des forces israéliennes est prévu. Nous devrons donc construire. La France a joué un rôle important il y a 2 ans lors de l'invasion du sud du Liban et nous avons coordonné cela. Ici, nous travaillerons avec les États-Unis, avec le Liban, avec Israël, pour construire la reprise du territoire et la récupération des armes du Hezbollah par les forces armées libanaises. Mais pour cela, que devons-nous faire? Écoutez-moi. Si vous avez réponse à tout ou des doutes sur tout, je vous laisse tranquille. Mais il faut que vous ayez de la patience et que nous ayons de l'humilité. Que faisons-nous? Pour le Liban, nous allons reprendre la main et mobiliser les financements régionaux et internationaux pour soutenir les forces armées libanaises. Enfin, il reste la négociation sur le nucléaire iranien.
Cette négociation va commencer entre les États-Unis et l'Iran, comme en 2015. Cependant, pour que cela aboutisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont indispensables, car c'est nous qui pouvons lever les sanctions internationales décidées dans le cadre de l'ONU. Nous sommes expérimentés, nous serons associés, et ce que j'ai suggéré aux États-Unis, c'est d'associer tous les pays de la région, car cette guerre a clairement démontré une chose, tous les voisins de la région sont des victimes. Ils doivent donc être associés à cet accord de paix durable. Nous sommes au début du processus, tout n'est pas encore résolu. Y a-t-il des points d'interrogation? Il y en a beaucoup, et je les partage. Mais quel est mon rôle? Agir, proposer, être aux commandes. Je voudrais simplement faire une remarque sur l'attitude de Benjamin Netanyahou, qui dit déjà clairement vouloir maintenir ses troupes sur place. Donald Trump, en bons termes avec le Premier ministre israélien, l'a appelé cet après-midi pour lui demander d'agir rationnellement. Est-ce aussi le mot que vous utilisez? Je dirais qu'il doit faire preuve d'un esprit de responsabilité et de rationalité. Je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre Netanyahou n'a pas de politique. Il a obtenu des résultats concrets en sécurité et défendu son pays contre les menaces. Je n'étais pas d'accord avec lui sur ce qu'il a fait à Gaza très tôt, car je considère qu'il n'a pas seulement combattu un groupe terroriste, ce qui était légitime après l'attaque du 7 octobre 2023, mais qu'il a aussi touché des populations civiles de manière injustifiée. Mais la politique qui continue d'être menée à Gaza, la politique qui est menée en Cisjordanie, avec de nouvelles et constantes colonisations et des actes absolument inadmissibles, et la politique qui est menée dans le sud du Liban à long terme est contraire aux intérêts d'Israël, car elle alimente le ressentiment et la violence de toutes les populations de la région. Et donc, aujourd'hui, cela ne peut pas se produire du jour au lendemain. Je ne sous-estime pas que le Hezbollah représente un risque pour Israël, c'est vrai. Et c'est pourquoi, dans cet accord, ce que nous devons finaliser, c'est comment le Liban reprend le contrôle. Il prend le contrôle des armes, et fondamentalement, nous garantissons la sécurité d'Israël. Et Israël doit être associé à cela. Mais sa sécurité ne peut pas être garantie par la conquête du territoire voisin, et c'est très important. Monsieur le Président, et ainsi, le président Trump, pour répondre à votre question, a marqué ces derniers jours un changement d'attitude envers le Premier ministre Netanyahou. Je pense que c'est seulement ainsi que nous construirons la paix. Juste un mot de plus sur le détroit d'Ormuz, car beaucoup de choses sont encore en jeu là-bas aujourd'hui. Quelle garantie avez-vous que le détroit d'Ormuz ne sera pas, à l'issue de ces négociations, de ces 60 jours de négociations d'une certaine manière, privatisé ou bloqué par les Iraniens, qui disent déjà qu'ils appliqueront des frais de service en imposant une sorte de péage? Nous n'avons aucune garantie, car la France ne participe pas à cet accord. Nous avons insisté pour que cela se réalise. J'ai appelé pendant tous ces mois, aussi bien le président Trump que le président Pezeshkian, dans le but de mettre fin à ce conflit et de nous asseoir à la table pour discuter et négocier de manière productive. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas signé cet accord, qui prévoit une réouverture inconditionnelle de 60 jours. Ce que nous avons vu ce matin va dans la bonne direction. Nous allons vérifier. Ensuite, à mes yeux, c'est un sujet de discussion. Le président Trump, moi, m'a dit hier, l'accord est très clair, il sera rouvert, sans tarif, etc. Et le droit international est clair à ce sujet. Le droit et la pratique internationale impliquent la libre circulation, sans tarif ni paiement de services. Ceci vaut de la Manche à Malacca via Bab el-Mandeb. Il est essentiel que cela soit respecté. Est-ce un retour à la normale des prix des carburants pour les Français qui l'observent? Je suis prudent, je vous explique ce que nous pouvons faire et pourquoi. Vous avez raison, cet accord soulève des questions. Nous resterons vigilants et agirons pour les améliorer progressivement. Mais la signature de l'accord a aussitôt fait baisser les prix. Ils avaient explosé, puis sont redevenus normaux. Il aurait dû être autour de 81 $ le baril récemment, ou un peu moins. Les prix à la pompe ont commencé à baisser et vont continuer. Il faut maintenant stabiliser. Si la situation se stabilise, ils baisseront. Et alors, nous allons réactiver les capacités de production. En même temps, et c'est aussi une décision du G7, il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas tous dépendre de ce détroit. Et donc, nous avons décidé de financer ensemble toutes les routes alternatives. C'est-à-dire que le pétrole et le gaz puissent sortir de l'autre côté d'Ormuz, sur le territoire des Émirats arabes unis, via Fujairah, qu'ils puissent également sortir par des gazoducs et des oléoducs traversant l'Arabie saoudite et l'Égypte vers l'Europe,
ou passant par l'Irak, la Syrie et le Liban pour atteindre la Méditerranée. Autrement dit, diversifier nos infrastructures énergétiques afin de dépendre moins de ce détroit d'Ormuz et de son passage pour la sécurité. Sinon, nous donnons un moyen de pression, ce que les Iraniens ont clairement compris pendant la guerre. La pression s'est accentuée sur l'économie, avec une croissance en baisse et une inflation en hausse. Quel est le coût de cette guerre pour l'économie française? Il est trop tôt pour se prononcer. Malgré la révision à la baisse des prévisions, celles des 2 dernières années et leurs résultats pour notre économie ont été relevés. C'est une bonne nouvelle. Si nous stabilisons la situation, les prévisions récentes seront revues à la hausse, car elles supposaient des prix du baril supérieurs à $100 au second semestre. Je ne veux pas donner trop de chiffres, mais il est encore trop tôt. Des guerres comme celle-ci pèsent sur nos économies. C'est aussi pour cela qu'il est bon, économiquement, de mettre un terme à la guerre. Ensuite, dans le contexte économique mondial, la France résiste bien mieux que nos voisins et que les grandes économies voisines. La France a récemment affiché une croissance bien supérieure à celle de l'Allemagne et de l'Italie. De guerre en guerre, de crise en crise, parlons de l'Ukraine. Nous avons vu aujourd'hui que l'Ukraine a frappé l'une des plus grandes raffineries russes, d'ailleurs pas très loin de Moscou. L'Ukraine est-elle en train de gagner cette guerre? Écoutez, l'Ukraine résiste avec un courage, une capacité d'innovation et de production militaire qui étonne, depuis le premier jour, tous les observateurs. Et donc elle résiste très bien, et bien mieux que ce que l'on prévoyait. Depuis plus de 4 ans et demi, chaque trimestre, des spécialistes annoncent qu'ils vont s'effondrer ou ne pas passer l'hiver. Non seulement ils ont survécu au pire hiver qu'ils aient jamais connu, mais ils ont aussi repris certaines zones du territoire. Et dans la guerre technologique qui se déroule, nous avons une ligne de front, cette fameuse zone de mort, c'est terrible tout le long du Donbass et qui descend jusqu'à la Crimée. Ici, c'est une guerre de drones. Évidemment, une guerre avec de nombreux morts et de lourdes pertes, surtout côté russe. Chaque mois, plus de 30 000 hommes sont neutralisés du côté russe, blessés ou tués, imaginez. Mais nous avons aujourd'hui une guerre de drones, et dans cette guerre, la capacité de production ukrainienne est vraiment impressionnante. Et cela, Donald Trump l'a visiblement compris. C'est ce que vous avez raconté. Vous avez dit que pendant ce G7, il y a eu un tournant où Donald Trump a compris que l'Ukraine pouvait avoir l'avantage sur le terrain. Considérez-vous Vladimir Poutine comme un perdant? Un mot qu'il emploie souvent, une personne ayant échoué? Ou écoutez, je pense qu'à propos de tout ce qui s'est passé pendant ce G7, c'est que nous avons réussi à rassembler tout le monde, y compris les partenaires économiques clés de ce que nous appelons le G7. Mais la Corée, l'Inde, le Kenya, le Brésil, l'Égypte, et il y avait une forte volonté de tous de coopérer sur les grandes questions. Et je pense que ce que le président Trump a vu, c'est que nous pouvons être en désaccord sur tout, mais coopérer, oui, nous unir, c'est utile pour lui au Moyen-Orient, c'est aussi utile pour l'Ukraine. Ce qu'il voit, c'est qu'au fond, quand il est arrivé, il pensait que l'Ukraine allait perdre. C'est pour cela qu'il voulait faire une paix rapide. Souvenez-vous, janvier, février 2025, il pensait que c'était une éternité. Il pensait que l'Ukraine perdrait. Les choses allaient mal dans le bureau ovale avec le président Zelensky. Il y a moins d'un an, il y a eu le sommet entre le président Trump et le président Poutine à Anchorage, où un accord a failli être présenté pour dire « donnons du territoire ukrainien qui n'a pas encore été conquis ». Puis, nous partons en délégation à Washington en août pour dire « ce n'est pas possible, nous avons essayé ». Oui, un énorme chemin a été parcouru. Ce chemin est la victoire des Ukrainiens par leur capacité et leur crédibilité. Le président Trump a constaté que tout ce qu'on lui disait était faux, que ses adversaires ne s'effondreraient pas et passeraient à l'hiver. Il respectait ces personnes courageuses et innovantes. Ensuite, il a vu les Européens prendre leurs responsabilités. Ce que nous avons fait ces derniers mois, en construisant cette coalition de volontaires armés présents au défilé du 14 juillet, les Européens, avec des alliés canadiens, japonais et australiens, affirment aux côtés de l'Ukraine « Nous construirons ces garanties de sécurité après la paix, ce n'est pas un fardeau ». Et les États-Unis disent qu'ils seront là pour garantir cela. Troisièmement, il a constaté que la Russie ne tenait pas ses engagements, malgré ses déclarations en faveur de la paix. Il a réalisé que leur paix signifiait la capitulation de l'Ukraine. Il a compris. Ce sommet du G7 marque donc un vrai changement, à saluer comme un progrès. Qui oserait dire que Donald Trump pourrait un jour faire pression sur Vladimir Poutine? Vous croyez qu'on en est là? Écoutez, la Russie... Je crois que l'une des conséquences des événements au Proche et Moyen-Orient est la baisse des prix.
Cela libérera des volumes permettant de refaire pression sur les importations russes pour lesquelles les États-Unis avaient fait une exception durant la guerre. Et je suis convaincu que le président Trump renforcera son engagement pour aider collectivement l'Ukraine dans cet effort de guerre, à la fois pour se défendre et protéger son territoire, mais aussi pour dissuader la Russie avec des éléments de renseignement importants, ainsi que pour exercer plus de pression sur la Russie et son économie, et pour ramener la Russie à la table des négociations. Pas en position de demandeur, sans accepter des conditions de paix qui seraient une capitulation, mais en permettant de construire une paix durable et soutenable, avec un accord territorial acceptable pour les deux parties et décidé uniquement par elles, avec des garanties de sécurité. À cet égard, c'est un progrès réel et significatif. Et la qualité de la discussion qui a eu lieu entre le président Zelensky et le président Trump, et pour la première fois depuis son élection, la convergence et le consensus trouvés entre les Européens, le Canada, le Japon et les États-Unis, cela représente une avancée importante ces derniers jours. Juste rapidement, vous avez pris des initiatives, vous les Européens, la France, pour encourager ce dialogue nécessaire. Vous me direz ce que vous en pensez, entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Nous exerçons une pression constante, mais je constate qu'il est pour l'instant refusé par la Russie. Nous continuerons donc à insister. Je pense que l'important maintenant, c'est que la Russie demande sérieusement ce dialogue de manière constructive. Mais le président Zelensky a dit au président Trump et à moi, je suis prêt à ce que le président Poutine vienne, par exemple, à Genève, dans un cadre de l'ONU, et que pendant que nous sommes à Évian, nous puissions aller le voir. Ainsi, l'occasion n'a pas été saisie, n'est-ce pas, comme on dit couramment. Le président Poutine ne l'a pas souhaité. Je pense que ce dialogue est plus important que jamais. Je constate que la Russie n'est pas prête aujourd'hui, mais que les États-Unis partagent notre approche. Et j'ai vu le président Trump, mais aussi son ministre des Affaires étrangères, le secrétaire Rubio, extrêmement clairs sur ce qu'ils étaient prêts à avancer et les termes de la discussion, ainsi que les délais. Même dans leur rapport avec nous, la position des États-Unis envers l'Europe n'est pas toujours claire. Et lors de ce sommet du G7, on a clairement vu qu'il a essayé d'arrondir les angles avec Donald Trump en évitant les sujets délicats comme le réchauffement climatique alors que la France suffoque en ce moment. Monsieur le Président a réussi à le faire revenir sur ses menaces de taxes sur les vins français, ce qui aurait eu un impact significatif. Oui, donc vous avez raison. Il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Il y a des sujets sur lesquels nous ne serons pas d'accord. L'égalité entre les hommes et les femmes, le climat. La relation avec le droit international n'est pas un sujet mineur. J'interviens sur le climat en parlant de sujets importants. Je veux vraiment exhorter tous nos compatriotes qui nous écoutent à faire preuve d'une grande vigilance, à prendre soin des personnes âgées, des plus vulnérables, ainsi que des enfants, et à bien suivre toutes les recommandations du gouvernement, car ce sont des jours difficiles que nous vivons. Il faut donc prendre soin de soi et suivre les conseils. Je ferme cette parenthèse. Nous ne sommes pas d'accord, mais je reste pragmatique. J'ai donc tenté d'organiser un G7 en associant les Américains dès que possible pour trouver des accords. Regarde, sur l'Ukraine, malgré nos désaccords, nous avons trouvé un accord. Sur le Proche et le Moyen-Orient, nous n'étions pas d'accord. Les États-Unis voulaient attaquer. Nous avons trouvé un accord et nous l'avons soutenu. Et à propos du vin français ? J'y arrive, mais parlons du cancer, de la santé. Réfléchis. Oui, un texte très important a été publié. Je dis cela parce que c'est un sujet qui touche des millions de nos compatriotes. Pour la première fois au G7, un accord a été trouvé sur le partage des données concernant le cancer, essentiel notamment pour les cancers pédiatriques et les plus graves. C'est un grand progrès de ce G7. Sur les minéraux critiques et terres rares, nous avons obtenu là-bas des accords jugés auparavant très difficiles par les spécialistes. Dans la relation bilatérale, le style est toujours un peu provocateur. Plus précisément, une forme de menace pour établir un rapport de force. Donc, nous avons eu la discussion auparavant. Les 90 premières minutes du sommet du G7 ont été dédiées au dialogue bilatéral. J'ai préparé les sujets sur l'Ukraine, le Moyen-Orient et le Proche-Orient, puis nous avons abordé le commerce. Et j'ai dit au président Trump, c'est vrai, je lui ai d'abord dit, il existe un accord obtenu, signé et approuvé en Europe. Stabilité maintenant. J'ai une préoccupation. L'économie chinoise. Ne venez pas nous attaquer, nous. C'est contre-productif pour vous. Cela ne règle rien. Il écoute quand même. Puis je lui dis, lancez un nouveau débat, la taxe numérique. S'il ne retire pas, il taxe le vin français. D'abord je dis, vous n'êtes pas juste.
puisque 8 pays ont instauré la taxe numérique. Alors pourquoi? J'ai expliqué pourquoi nous avons instauré la taxe numérique. Certains grands groupes vendent beaucoup à nos entreprises, gagnent beaucoup mais ne paient pas d'impôts. J'ai dit, sinon, et alors nous avons décidé d'ouvrir le travail. Nous nous sommes calmés, voilà la discussion. Des mots sortent, je veux rassurer le secteur. Les vignobles savent que je serai toujours là pour les soutenir. Nous avons combattu avec le cognac en Chine, puis pour le rosé aux États-Unis. Aujourd'hui, nous luttons pacifiquement. Et la conversation que nous avons eue et le moment bilatéral que nous avons eu hier, ce n'est pas l'état d'esprit de quelqu'un qui va vous imposer une taxe. D'un autre côté, clarifions les choses et lançons un travail avec l'administration américaine pour montrer que nous devons taxer ces groupes qui aujourd'hui ne paient pas d'impôts dans notre pays. S'il s'agit d'un impôt minimum, nous trouverons la solution technique. Parlons d'impôts. Mais voyez-vous, c'est cela qui compte. À propos de la méthode, très clair. Nous en avons parlé, donc ce que je veux que vous reteniez ici, c'est « ne vous en faites pas pour ça ». Nous avons vu Donald Trump nous considérer comme des adversaires, parfois même comme des ennemis, lorsqu'il nous a coupé l'accès au puissant modèle d'IA de l'entreprise américaine Anthropic. Est-ce une façon appropriée de se comporter avec des alliés? Vous lui avez aussi dit cela? Alors, je pense que oui, bien sûr. Tout d'abord, j'ai dit, puis j'ai expliqué. Ensuite, nous avons eu des discussions. Tant au G7, nous avons eu une session dédiée avec une douzaine de dirigeants de la technologie, de l'intelligence artificielle. Et puis nous avons longuement discuté ensemble, ainsi que nos équipes ensemble. Un réveil arrive, je vous l'affirme. Tout d'abord, que se passe-t-il en termes d'innovation? Il y a une accélération de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la machine qui apprend. Vous l'utilisez? J'utilise l'intelligence artificielle pour de nombreuses tâches. Recherche, perfectionnement, compréhension. Je ne m'y délègue pas, je m'en sers. Et donc, comme je fais beaucoup la promotion de Mistral IA, j'utilise le chat. D'accord. Juste le chat? J'encourage tous mes interlocuteurs à l'utiliser, car c'est ainsi qu'on pourra l'entraîner et l'améliorer. La France peut être fière. Je fais une parenthèse sur l'IA avant de revenir. Il faut savoir regarder. Quand ça marche, il faut le dire franchement, c'est formidable. Oui, nous sommes le pays ayant créé le plus d'emplois IA en Europe. Très loin. Nous sommes le pays qui crée le plus de startups d'IA en Europe. Nous sommes le pays qui forme le plus. Nous avons été les premiers à lancer une stratégie. Les gens prennent conscience de ces enjeux dans le débat public. Nous devons créer l'IA. Heureusement, nous ne les avons pas attendus. 2018, stratégie d'IA en France. 2019, stratégie quantique. Nous sommes le pays qui a le plus investi dans ce domaine. Aujourd'hui, les États-Unis et la Chine sont les leaders. L'Europe est en retard. Nous restons les meilleurs en Europe. Oui, les seuls dans ces fameux et importants grands modèles de langage. Alors, Mistral, comparé à ChatGPT Open, Anthropic et d'autres similaires, etc. Seul le Canada et nous ne sommes ni américains ni chinois. Nous sommes donc les deux seuls pays à en avoir. Il faut avancer. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Je cite quelques chiffres que vous connaissez déjà. Je les connais, mais il faut le dire. Votre Première ministre a annoncé des investissements en IA. Et aux États-Unis, ce sont 600 milliards de fonds publics, sans compter les milliards de dollars injectés par les géants de la technologie, par ces entreprises privées. Où est l'argent public? Nous pouvons investir autant qu'aux États-Unis, par exemple. Nous avons aussi tout l'argent investi dans France 2030. Une initiative lancée il y a presque 5 ans. J'annoncerai des changements en Octobre, pour la France 2030. Nous avons investi des milliards dans notre IA. Encore plus. Non, car nous sommes au niveau des États-Unis et de l'Europe. Les Français investissent bien plus d'argent public que beaucoup de voisins. Deuxièmement, il est nécessaire de mobiliser des fonds privés. Nous avons lancé un nouveau fonds de 3e génération, les fonds TIBI. Nous allons investir 15 milliards d'euros mobilisés dans nos instituts, c'est privé, pour aller de l'avant. Puis nous levons des fonds privés pour l'IA, mais l'Europe doit investir plus. Voilà pourquoi je mènerai ce combat, car au niveau européen, il nous faut un budget bien plus élevé pour investir davantage d'argent public. Aujourd'hui, l'Europe sous-investit dans l'IA. Nous, Français, consommons plus que nos voisins. Nous, Européens, ne consommons pas assez. Vous parlez avec des Allemands? Bien sûr, il y a quelques mois, j'étais à Berlin pour un sommet numérique. Cette année, l'Allemagne est l'invité d'honneur à Vivatech. Je pense que nous allons les convaincre et réussir, même si la bataille continue. La France reste à l'avant-garde européenne. Nous sommes champions d'Europe. Maintenant, nous voulons être dans la compétition mondiale, pour reprendre la métaphore footballistique. Donc, nous devons continuer à investir.
Je veux que nos compatriotes comprennent pourquoi il faut investir de l'argent privé, car cet argent permet de construire et d'acheter des centres de données, et ainsi d'acheter de la capacité de traitement et bien plus encore. Et ces capacités de calcul permettent à leur modèle d'être opérationnels. Aujourd'hui, Anthropic, lorsqu'ils créent leur modèle Mythos 5 ou Fable 5 tous deux interdits, les ont entraînés avec des capacités de calcul 15 fois supérieures à celles que nous pouvons mobiliser. Nous mobilisons bien plus que nos voisins. Nous devons donc poursuivre notre stratégie d'investissement dans les centres de données. La France est en avance grâce à l'énergie nucléaire disponible et peu coûteuse. Donc centres de données, talents, défendre notre écosystème comme Mistral, Alan, toutes nos entreprises fantastiques, et accélérer cela et avoir une stratégie européenne beaucoup plus forte, plus d'investissement. Donc c'est la première bataille pour répondre à ce qui a été fait. Maintenant, je reviens à votre question. C'est important, les Américains, ce qui s'est passé exactement il y a une semaine. Première prise de conscience. Avant, l'administration américaine refusait de réglementer l'intelligence artificielle. Maintenant, elle réalise le danger. Cela me satisfait. Il y a 2 ans, lors de notre sommet sur l'intelligence artificielle, on nous conseillait de ne pas réglementer et les réactions étaient rares. Alors nous leur avons dit, si c'est dangereux, partagez-le avec des partenaires de confiance. Et avec vos alliés. Et ainsi, vous verrez que dans les prochains jours, nous trouverons des accords pour que ces modèles soient partagés avec les autorités gouvernementales qui s'occupent de la sécurité et de la cybersécurité, car c'est une question de cybersécurité pour nos hôpitaux, pour nos banques, etc. Et ensuite, ils le rouvriront commercialement. Nous réglerons cette question dans les prochains jours et semaines. Ainsi, investir de l'argent dans le privé, parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent public. Utilisez le pouvoir de levier. Mettez les deux. Le pouvoir de levier est à Versailles, mais aussi lié au PIB, une métrique clé. Quand nous voyons la croissance française à l'arrêt, le chômage augmenter à nouveau, une dette française de 3 500 milliards, pensez-vous que la France est aujourd'hui plus puissante qu'à votre arrivée au pouvoir? Je pense que la France et l'Europe vivent un tournant vers l'indépendance, mais je pense qu'aujourd'hui, la France a des armées plus fortes. D'accord, vous parlez de puissance. Elle a une diplomatie plus forte et plus claire. Ce sommet en est une illustration. Sa croissance consolidée dépasse celle de l'Allemagne ou de l'Italie. La France a connu ces 10 dernières années une croissance supérieure à celle de l'Allemagne et de l'Italie, contrairement aux 15 années précédentes du partenariat franco-allemand. La France, depuis 7 ans, est en train de se réindustrialiser. Même dans les temps difficiles que nous traversons, nous créons plus d'entreprises que nous n'en détruisons, plus d'emplois industriels. La France est le leader de l'intelligence artificielle en Europe. La France est le leader énergétique en Europe. Il y a 10 ans, j'ai pris la tête d'un pays qui allait fermer ses centrales nucléaires et arrêter d'investir dans le nucléaire, mais nous avons totalement changé cela. Nous exportons 90 TWh par an. C'est ce qui nous rend performants. Nous avons une difficulté, nos finances publiques. La clé de nos finances publiques, c'est de savoir continuer à assumer. J'ai voulu avancer, mais je n'ai pas eu tout le soutien sur les retraites. Notre modèle social doit être réformé, tâche qui reviendra à nos successeurs. C'est une nécessité, car dans un pays qui possède le modèle social le plus généreux du monde, un pays qui consacre la plus grande partie de son produit intérieur brut aux dépenses publiques. Sans plus d'efficacité ni réforme de ce modèle, nous n'aurons pas de pouvoir durable et soutenable. Je ne dis pas que tout est à l'arrêt. C'est faux. Nous avons mieux réduit le chômage que nos voisins et résisté. Nous restons plus forts selon tous les critères. Maintenant, il faut avoir le courage d'être plus efficace dans la dépense publique. La baisse du chômage que nous avons obtenue au cours de ces 9 années. Mais le chômage augmente à nouveau. Enfin, excusez-moi, par rapport à la situation d'il y a 9 ans, non. Et ainsi, nous avons réussi à tout consolider. Le gouvernement actuel, avec le Premier ministre, a instauré une réforme de l'assurance chômage générant des économies. Il faut donc consolider ces mesures. La réforme devra être reprise. C'est indispensable dans un pays vieillissant. Il est nécessaire de continuer à faire des économies intelligentes dans le domaine de la santé, c'est-à-dire rendre les gens plus responsables et notre médecine plus individualisée. Cela signifie aussi poursuivre le travail de prévention. Il faut que l'État et les collectivités dépensent de manière plus efficace. Des gens vous observent peut-être et se demandent pourquoi vous ne l'avez pas fait. Mais excusez-moi, je l'ai fait. Et je l'ai fait dans de nombreux domaines. Mais je me félicite aussi d'avoir doublé le budget du désarmement. Sinon, que dirions-nous aujourd'hui? Avoir augmenté de 60% le nombre de policiers et le budget des magistrats. Regarde ce que le pays a encore traversé. Justement, parlons de justice. Bien. Si je n'avais pas fait tout cela, on dirait à juste titre, il manque des moyens. Mais voyez tout ce que nous avons accompli.
Je considère que j'ai été élu en 2020 et en 2022 en présentant au peuple français une réforme des retraites à 60 et 65 ans. Je constate qu'elle n'a pas été acceptée ni soutenue. Ensuite, notre majorité parlementaire a annulé cette décision. Voilà la vie démocratique. Oui, je peux le regretter personnellement, mais c'est la vie démocratique. C'est la solution la plus efficace et pertinente pour réduire nos dépenses. Parce que la retraite est aujourd'hui la plus grande dépense publique. Si nous ne la réformons pas dans un pays vieillissant, c'est hypocrite. Parlons de justice. Vous l'avez évoqué brièvement en citant le drame qui a bouleversé les Français, la mort de Liana. Vous avez eu la famille de Liana au téléphone, Monsieur Darmanin, ministre de la Justice, et vous vous êtes excusé au nom de la justice française. Vous, l'avez-vous fait au nom de la France? Je ne vais pas sur ce terrain et je ne pense pas que ce soit le cas. J'ai une famille, et c'est dans la dignité de cet échange et dans l'humanité que je veux rester. Pour notre pays, je dis simplement que le gouvernement devra montrer ce qu'il fera. Tout d'abord, c'est un sujet, une cause que je défends depuis de nombreuses années, sur laquelle nous avons déjà beaucoup travaillé. Il y a une profonde transformation en cours. Mais nous y sommes presque arrivés. Mais évidemment, il y a eu des choses. J'ai dit depuis le premier jour que tout n'a pas été fait correctement. Maintenant, une inspection demandée sera remise le 22 juin. Je ne vais pas, moi, préjuger et commencer à désigner l'autre comme coupable. Je n'exprime pas mes sentiments ici. Je les partage directement avec les familles concernées par ces drames. Ce que je sais, c'est que nous n'avons jamais été dans l'inaction. Il faut aussi réaliser que nous exigeons davantage de nos forces. Et qu'il y avait un continent caché. La liberté d'expression a été donnée. Civizi, je suis très heureux de l'avoir créée et elle a libéré beaucoup de choses. Et je voudrais simplement rappeler que lorsque j'ai été élu, dans nos prisons, où il y avait moins de détenus qu'aujourd'hui, 7% étaient incarcérés pour violences sexuelles et de genre. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus. Alors, cela signifie que, oui, il y a encore des cas en attente, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, détenues, et qui auparavant étaient des histoires complètement réduites au silence. Parce qu'à partir de 2018, nous avons changé le délai, et par conséquent, il y a un travail continu qui a été fait ces dernières années. Oui, nos sociétés vivent dans la violence avec des situations inacceptables. Et oui, en soulevant ce couvercle sur les situations vécues ces dernières années, nous ressentons tous un sentiment de révolte face à ce qui peut être fait, car toucher à un enfant est la pire chose. Et oui, nous nous disons toujours, il est impossible que nous n'ayons pas vu, nous ne nous y habituons jamais. En somme, c'est ce que je veux dire, refusons l'habitude, indignons-nous sans cesse. Mais cette indignation ne doit pas signifier l'impuissance et ne doit pas signifier la vengeance. Tu as dit qu'on ne répond pas à la violence? Mais elle doit nous permettre. Je parlais des forces politiques. La polémique idiote était inacceptable. Je parlais des forces politiques. Et immédiatement, Nous ferons une loi. Mais regarde ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Regarde tout ce qui a été fait. Certaines choses étaient inutiles, mais beaucoup ont été faites. Que peut-on améliorer? Cela doit être fait avec calme et méthode pour être efficace. Mais avant tout, je vous le dis, cette indignation, si nous voulons qu'elle soit féconde et productive, il faut qu'elle se traduise par des gestes utiles, et non par une sorte de posture. Notre maladie est en fait une forme de pardon et de confiance envers nous-mêmes. Si la France n'a plus confiance en elle-même ni estime d'elle-même, que voulez-vous qu'elle accomplisse de grand? Et je vous dis qu'il faut parler de notre diplomatie, de nos armées, de notre économie, de l'IA, de la justice et de nos forces de sécurité. Nous sommes un grand pays. Et nous devons regarder nos échecs et nos insuffisances avec lucidité. Nous devons tous ensemble faire des efforts pour les réparer. Mais nous ne devons pas, en cas de drame ou de problème, tous nous déchirer et dire « nous sommes perdus, paralysés ». Je ne compte plus les renoncements et démissions qui témoignent de notre déclin. En réalité, nous aurions déjà dû disparaître depuis longtemps. Non, nous sommes un grand pays et l'avons prouvé récemment. C'est un grand pays qui peut faire ce que nous avons fait. Et ce sont les Français qui y sont parvenus. Et dans cette salle où se tiennent les conseils de défense du pays doté de l'arme nucléaire, vous arrive-t-il parfois d'imaginer votre successeur à votre place? De ces choses-là, on ne parle pas. On y pense? Et nous ne sommes pas obligés de dire tout ce que nous pensons. Dans un monde brutal, après tout ce que nous avons dit ce soir, quelle qualité doit-il avoir? Les Français le savent. Je leur fais confiance. Nous sommes un grand pays, un grand peuple, capable de choisir ce qui est bon pour eux et de prendre en main leur avenir.
Il faut éclairer le débat et, par conséquent, mon rôle sera d'agir jusqu'au bout, de maintenir l'unité du pays, d'assurer que le débat soit bien clarifié sur les grands défis. Mais les Français sauront choisir. Vous êtes confiante? Oui, D'abord parce que nous avons ces forces, nous vivons des drames, des moments difficiles et des émotions. Vous en avez rappelé certains, cela m'a beaucoup ému. Mais nous sommes un grand peuple et nous sommes un peuple très politique, au sens noble du terme. Les Français aiment la politique et choisissent ce qui est bon pour leur avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous et merci d'être venu ici.